Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, votre webinaire va débuter. Je laisse quelques secondes quand même car je vois qu'il y a des participants qui se connectent encore actuellement. Donc, laissons passer quelques secondes. Voilà, le chiffre est en train de grimper. Voilà, il est 11h01, donc on est encore dans le délai acceptable pour faire patienter ceux qui sont déjà là. Et merci à vous d'être parfaitement à l'heure. Bien, il est 11h02, allons-y, on va pouvoir démarrer. Donc, tout d'abord, merci d'être là avec nous. Je me présente, je suis Christelle Cugnet, je suis responsable marketing pour le groupe APAV et en charge, entre autres, des sujets RSE. Nos animatrices, je vais vous laisser voilà, Morgane Tiplouz. Morgane est consultante RSE, de même Kema Kaya Le Postolek, consultante RSE également au sein du groupe APAV. Avec la participation aussi de Fanny Florio, Fanny qui est responsable technique climat et durabilité au sein de la direction technique du groupe APAV. Merci, donc on va vous présenter le programme. En première partie, qu'est-ce que la responsabilité sociétale des entreprises? Donc on a souhaité vous proposer cette première partie, car il y a évidemment des responsables RSE parmi vous, mais aussi beaucoup de responsables HSE, des responsables de services achats, des responsables marketing, des responsables informatiques, etc. Donc il nous est apparu intéressant de vous proposer cette première partie. En deuxième partie, nous verrons ce qu'est un engagement RSE. Donc c'est Emma qui animera ces parties 1 et 2. La troisième partie est maintenant qu'est-ce qu'on fait, c'est-à-dire nos conseils pour avancer dans votre démarche RSE. En quatrième partie, nous aborderons notre offre d'accompagnement, donc l'offre d'accompagnement du groupe APAV, c'est-à-dire APAV et Axio, et nous terminerons par un temps de questions-réponses. Donc justement, pour aborder cet aspect-là, c'est très opérationnel, en bas à droite de votre écran, dans le menu, vous avez à la fois un menu chat et puis un menu questions. Donc le chat, c'est plus pour interagir en direct, nous signaler d'ailleurs si vous avez des problèmes de son ou autre. Et puis le menu questions, je vous invite à nous poser nos questions en lien avec le sujet RSE et en lien avec la présentation. On répondra plutôt à vos questions en fin de webinaire. Voilà. Vous avez aussi un menu sondage que j'activerai pendant la présentation, puisqu'on sera amené à vous poser 2 questions au cours de la présentation. Bien, mais merci encore. Je laisse très vite la parole à Emma pour aborder la première partie. Merci Christelle. Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Emma Kaya Le Postolek, comme Christelle a pu m'introduire. Alors, sur la partie qu'est-ce que la RSE? Donc, on a trouvé ça effectivement intéressant de revenir avec vous sur qu'est-ce que la RSE pour qu'on ait tous et toutes les mêmes bases. Alors, voilà finalement, qu'est-ce que la RSE? C'est ce qui est écrit ici, c'est la contribution volontaire des entreprises aux enjeux du développement durable. Donc, pour rappel, le développement durable, c'est la réunion de 3 piliers qui sont la protection de l'environnement et la préservation de l'environnement, le développement économique et le développement de la société. En fait, ces 3 piliers sont très importants aujourd'hui à réunir, tout simplement parce que si on prend par exemple que l'environnement et la société, qu'on fait en sorte que ça marche, qu'on préserve l'environnement et qu'on fait en sorte que la société, les êtres vivants soient dans des bonnes conditions, si on ne prend pas en compte la partie économique, il y aura un souci au bout d'un moment. Également, si on prend en compte que la partie société et l'économie, on va avoir un partage de valeurs, mais par contre, l'environnement, s'il n'est pas pris en compte et qu'on puise dedans, on va avoir un souci de viabilité finalement sur la planète. Donc, ces 3 piliers sont essentiels aujourd'hui pour qu'on puisse vivre correctement sur notre planète finalement. Donc, la RSE, elle vient appliquer ces 3 piliers dans le cadre d'une entreprise ou d'une organisation. C'est pour ça qu'on a aussi le terme RSO, qui est la responsabilité sociétale des organisations.
Donc, en pratique, la RSE, finalement, comment la mettre en place? On peut s'appuyer pour la mise en place sur l'ISO 26000. C'est une norme internationale qui a été créée en 2010 par l'Organisation internationale des standards. Qui vient finalement servir de guide. Ce n'est pas une norme certifiante, ce n'est pas une norme sur laquelle on va se faire évaluer. C'est vraiment une norme, un guide sur laquelle on s'appuie sur les 7 questions centrales qui ont été écrites. Alors là, on les voit, hein, effectivement, il y a les 7 que vous voyez juste à côté du petit schéma. Là, on a donc la première question centrale, c'est la gouvernance dans l'entreprise, c'est-à-dire la RSE, finalement, il faut qu'elle soit ancrée dès le départ de l'entreprise, dans la gouvernance même, dans les choix de l'entreprise, il faut intégrer la RSE. Ensuite, on a l'engagement sociétal, on a le respect des droits de l'homme, on a l'amélioration et la prise en compte des conditions de travail et des relations au travail. On a également les bonnes pratiques en affaires, c'est-à-dire avoir des pratiques qui ne sont pas anticoncurrentielles, hein. On a également la relation aux consommateurs, c'est-à-dire la prise en compte de leurs besoins, de leurs attentes. Et enfin, la préservation et la prise en compte de l'environnement. Donc, une fois qu'on a pris ces 3 thématiques qui sont les 7 thématiques qui sont les questions centrales, on est dans la partie RSE. Donc, selon les entreprises, il va y avoir des thématiques qui vont être plus ou moins importantes et ça dépendra de ces enjeux. Alors, pour faire suite finalement à cette explication de la RSE, on trouvait ça important aussi de revenir avec vous sur les bénéfices d'une démarche RSE. Pourquoi aujourd'hui on dit aux entreprises d'aller vers la RSE? Qu'est-ce que ça va leur apporter finalement aujourd'hui? Déjà, il y a la partie sur pérenniser l'activité de l'entreprise. En effet, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'investisseurs qui vont prendre en compte, et puis ça devient limite une obligation, hein, sur certains, sur tout ce qui est la taxonomie verte, etc. Aujourd'hui, les investisseurs ont un intérêt à ce que les drapeaux ESG, donc environnementaux, sociétaux et de gouvernance, soient verts pour pouvoir investir. Donc là, on a le chiffre de 72% des organisations ont écarté une acquisition à cause d'un drapeau rouge ESG, un facteur clé dans la valorisation de l'entreprise. Donc, c'est vraiment une question de pérenniser l'activité de l'entreprise. Ensuite, on a amélioré la performance économique. En effet, hein, la RSE, si on la met bien en place, on peut avoir des répercussions positives économiquement parlant, financièrement parlant. L'exemple que je peux vous donner, c'est prendre en compte la consommation de ressources, réduire le gaspillage des matières premières. Ça va nous permettre de faire des économies. Et là, on a ce chiffre également de KPMG de 45% des dirigeants estiment que les programmes RSE améliorent la performance financière de leur entreprise. Ensuite, on a également se différencier commercialement et valoriser son image. Donc là, on peut parler de différentes choses. Là, on vous a ressorti une enquête qui parle des appels d'offres où, en fait, finalement, les critères RSE sont de plus en plus importants. Mais on a également la partie labellisation, certification, sur laquelle on reviendra plus tard au niveau de qu'est-ce qu'on fait et comment on fait pour aller dans les démarches RSE. En fait, c'est valoriser son image. On va montrer qu'on fait plus attention à la société et à l'environnement, et donc ça donne une image plus positive de l'entreprise. Bien sûr, il ne faut pas tomber dans le greenwashing ou social washing, il faut faire les choses qu'on dit quand même. Ensuite, on a fidélisé les clients, les partenaires et les fournisseurs. Effectivement, la RSE, c'est prendre en compte les besoins et attentes des parties prenantes. Donc, si on prend en compte leurs attentes, leurs besoins, on va les fidéliser. Et il y a également le fait qu'aujourd'hui, dans notre société, de plus en plus de personnes sont aptes à faire des choix de consommateurs. Enfin, en tout cas, les consommateurs, là, c'est le chiffre qu'on a, faire des choix qui vont être dirigés vers quelque chose de plus durable. Donc, on a 66% des Français aujourd'hui qui déclarent avoir modifié leur consommation pour adopter un comportement plus responsable. Ensuite, on a la question de attirer les talents, mobiliser le personnel. Aujourd'hui, 83% des salariés qui connaissent leur politique RSE se disent confiants en leur avenir, alors qu'il n'y a que 67% dans les autres entreprises où les employés ne connaissent pas la politique RSE. On a également le chiffre de 39% des jeunes diplômés et étudiants qui refuseraient un poste si l'employeur ne s'engage pas sur les thématiques RSE. Ça, c'est quelque chose qu'on a pu voir pas mal, qui a été médiatisé sur ce sujet, des jeunes diplômés finalement qui, pendant les salons de rencontres employeurs et
et étudiants refusaient et étaient vraiment contre certaines entreprises qui étaient dites polluantes. Enfin, le dernier bénéfice, c'est anticiper les risques et identifier les opportunités. Finalement, la RSE, vous verrez tout à l'heure, Morgane vous l'expliquera en détail. Pour mettre en place la RSE, il faut comprendre les enjeux qu'on a aujourd'hui. Et pour comprendre les enjeux de l'entreprise, il faut aller chercher quels sont les impacts qu'on a sur la société, qu'ils soient positifs ou négatifs, mais les impacts aussi sur l'environnement. Et à côté, on va aussi aller chercher les risques et les opportunités qui gravitent autour de l'activité de l'entreprise. Une fois qu'on a tout ça, en fait, on va pouvoir relier des enjeux qui sont financiers et des enjeux extra-financiers et comprendre lesquels sont les plus importants. Donc, ça nous permet aussi d'avoir finalement une décision qui va être plus éclairée. Alors, voilà, j'ai donc fini sur cette première partie de qu'est-ce que la RSE. Et maintenant, on va aller voir sur plus qu'est-ce qu'on considère comme un engagement RSE. Pour ce faire, on a décidé de vous présenter une courbe d'engagement RSE. Alors, à savoir qu'il n'y a pas d'échelle. Là, on l'a fait plutôt pour visualiser quelque chose qui monte et qui montre que finalement, la RSE, c'est une amélioration permanente. On va toujours vers le plus. Donc, en prenant en compte le fait que les entreprises, elles mettent de plus en plus d'actions RSE et en même temps qu'elles formalisent de plus en plus, on a pu déterminer qu'il y avait 6 niveaux d'engagement RSE. Ce que je vais vous demander, c'est, je vais vous les présenter et j'aimerais bien que vous commenciez à réfléchir à où votre entreprise aujourd'hui elle se situe. Parce qu'après, on va vous faire un petit sondage pour voir ce que vous en pensez. Donc, le premier niveau qu'on a déterminé, c'est les actions isolées. C'est lorsque finalement, il va y avoir quelques petites initiatives personnelles ou des demandes ponctuelles qui vont faire partie d'une démarche RSE, mais sans même qu'on le sache. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'entreprises qui ont déjà fait des actions ou qui font aujourd'hui des choses qui sont considérées comme de la RSE. J'ai l'exemple, tout ce qui touche au RH ou au social. Il y a des choses qui sont mises en place sans même qu'il y ait d'obligation légale et pour autant, voilà, c'est fait et c'est considéré comme de la RSE. Ensuite, on va avoir le deuxième niveau, ça va être de la conformité réglementaire. Là, c'est lorsque l'engagement il va se limiter strictement finalement au respect des obligations légales, le but étant d'éviter les sanctions. Dans ce cas-là, on a quand même quelque chose qui commence à se construire, mais on reste sur le minimum légal. Donc, on va être souvent plus sur la sécurité santé. Voilà, il y a pas mal de réglementations sur ce sujet. Ensuite, on a le troisième niveau qui est l'organisation opérationnelle. On va commencer à avoir des premiers outils qui sont créés, des premiers indicateurs qui vont ressortir. Ils vont être plus souvent gérés en silo ou par service. Ça va être souvent le moment où la QHSE va prendre en compte ce sujet et va le prendre. Donc là, on a par exemple, si les achats, au niveau des achats, on met en place des sujets RSE, c'est par silo, quoi. Ça va être les achats, la QHSE, et petit à petit, on va aller vers le quatrième niveau qui est l'intégration managériale. C'est quand finalement, on prend un peu de hauteur, on ne reste plus par service, mais on va aller plutôt au niveau managérial et on va commencer à avoir un système qui va être plus ancré, plus intégré. Donc là, on va avoir une politique qui va être fixée, on va avoir des objectifs, des indicateurs et on va également commencer à avoir un dialogue structuré avec les parties prenantes. Le cinquième niveau, c'est la stratégie différenciante. Donc là, la RSE, ça devient un levier stratégique. C'est un réel élément de proposition de valeur de l'entreprise. Et finalement, les critères RSE, ils sont au cœur même des décisions de l'entreprise. Et enfin, le dernier modèle, c'est la transition du modèle. Donc là, c'est vraiment un niveau qui est assez spécial parce qu'en fait, finalement, l'entreprise, elle va redéfinir sa raison d'être et ça sera son cœur de métier, ça sera de générer un impact positif. C'est souvent les entreprises qui sont notamment dans le conseil sur la RSE. Le but, ça va être d'aller sur de l'impact positif. Il va y avoir notamment aussi les entreprises de l'économie sociale et solidaire, mais elles sont plus sur la partie sociale. Elles vont être moins sur l'environnement, mais voilà, leur but, c'est d'avoir un impact positif. Voilà, donc comme je vous le disais, on a différents niveaux et j'aimerais bien que vous preniez le temps de me dire où vous vous situez, où vous considérez vous situer. Donc, Christelle, normalement, va lancer un petit sondage. C'est ça, Emma. Le sondage est bien lancé. Donc, ok, parfait. Les participants, donc, allez dans le menu sondage, toujours en bas à droite de votre écran.
Vous choisissez la phase qui correspond à ce que vous pensez être votre niveau d'avancement sur la courbe d'engagement RSE, et puis vous cliquez bien, voilà, je vois que ça fonctionne, sur « Soumettre le vote ». Voilà. Est-ce que tu veux réafficher la courbe peut-être, Emma, pour faciliter peut-être les réponses si nécessaire pour les participants? Voilà. Alors, ce qu'on voit déjà, c'est que je n'ai pas de réponse sur le haut de la courbe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse sur l'étape 6 de transition du modèle. L'essentiel des réponses se concentre sur la partie mise en place, la partie organisation opérationnelle, c'est-à-dire mise en place d'outils. Et puis, alors, vient de passer devant, alors c'est comme au tiercé, les résultats bougent. Alors, ce qui vient de passer devant, finalement, c'est l'intégration managériale. Donc, l'essentiel des répondants pense se positionner sur la phase 4 de la courbe d'engagement. Donc, 34% des réponses. Et ensuite, on a, avec 30%, l'organisation opérationnelle, c'est-à-dire la phase 3. Donc, vous êtes plutôt sur l'ensemble, sur le milieu de la courbe. Ok, bah c'est des bons résultats, ça. Est-ce que je laisse encore quelques répondants ou Je pense que tu peux poursuivre, ça n'empêche pas ceux qui n'ont pas répondu, peut-être parce que vous hésitez, ça n'empêche pas que les personnes continuent à répondre, mais je t'invite à poursuivre, Emma. Allez, parfait. Eh ben, je vais laisser Morgane prendre la main. Donc, bonjour à tous. Emma Kaya vient d'introduire un peu l'intérêt de la mise en place de la démarche, ce que représentait l'engagement RSE également. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait nous, en tant qu'entreprise qui existe déjà, mais qui n'a pour l'instant, en tout cas, visiblement rien mis en place en termes de RSE, ou alors pour une entreprise qui vient d'être créée. C'est une question qu'on peut se poser. Makaya, si tu peux passer juste à la slide suivante, s'il te plaît. Merci. Donc, il est essentiel de se poser la question de où en est-on finalement sur les questions RSE et donc ESG, environnemental, social et de gouvernance, puisque même si rien n'est formalisé, on a l'impression de partir de zéro, c'est jamais le cas. Il y a toujours des actions qui sont mises en place, qui peuvent être valorisées si on les formalise, si on les structure. Donc, le point de départ ultra nécessaire, ça va être de faire un diagnostic et un état des lieux. Et donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se pencher sur un référentiel. Donc, Emma Kaya a présenté tout à l'heure l'ISO 26000, qui donne les lignes directrices de la RSE, qui se base sur les 7 questions centrales qu'elle a énoncées tout à l'heure. Comme vous le voyez, l'environnement arrive en fait au même niveau que les questions sociales et stratégiques et sociétales. Donc voilà, c'était une petite parenthèse juste parce qu'on a tendance à faire l'amalgame un peu RSE égale environnement. C'est pas que ça, il n'y a pas de priorité sur les termes ESG en tout cas. Donc ce qui va être important, c'est de voir avant d'agir d'où est-ce qu'on part. Ça permet un peu d'avoir une boussole et d'être pertinent en fait dans l'approche. Et aussi d'identifier un peu nos marges de progression et de se concentrer sur nos ressources et nos actions concrètes. Ensuite, ça nous permettra d'identifier nos enjeux, mais je vais y revenir un peu plus précisément juste après. Donc, on vous a mis ici les étapes clés, selon nous, d'une démarche RSE. On a découpé ça en 6 étapes clés. Elles peuvent être évidemment, il peut y avoir un découpage encore plus précis. Nous, pour information en interne, pour accompagner nos clients, on a un logigramme de 18 questions qui elles-mêmes en contiennent d'autres pour vraiment rentrer dans la précision de chaque étape. Mais on a pu les regrouper ici en 6 piliers. Donc, le premier pilier, ça va être définir votre vocation, vos valeurs et votre vision. J'y reviendrai juste après. En deuxième étape, ça va être la cartographie en fait, de votre business. Donc, modèle d'affaires, chaîne de valeur, il y a aussi les parties prenantes. En étape 3, on va identifier vos enjeux, les prioriser et les traduire en impact, risque et opportunité. Il va falloir également former et sensibiliser vos équipes. On l'a placé ici, mais cette étape-là, elle peut arriver à n'importe quel moment de la stratégie, idéalement le plus tôt possible. Mais si vous avez déjà construit votre feuille de route et votre plan d'action, il n'est jamais trop tard pour le faire, pour former et sensibiliser. Donc, l'étape 5, comme je l'ai dit, construire votre feuille de route et traduire en plan d'action.
Et enfin, dernière étape, crédibiliser et valoriser votre démarche. Si on passe à l'étape... alors, on a le sondage d'abord, donc ça va être parmi ces étapes clés, lesquelles ont déjà été engagées par votre entreprise. Donc là, vous avez plusieurs réponses possibles, évidemment, qui ne seront pas forcément dans l'ordre, mais ça va être intéressant de voir quelles sont les réponses les plus importantes pour vous. C'est ça, merci Morgane. Donc le sondage est activé aussi, toujours dans le menu sondage. Je vous invite à y répondre. Et vous pouvez évidemment cocher là plusieurs réponses. Je vous laisse le temps de répondre. Alors, allons-y. Allez, on va dire qu'on a, ça se stabilise, 24% d'entre vous qui ont déjà défini donc, ce qu'est votre vocation, ce que sont vos valeurs et votre vision. Ensuite, 18% ont déjà identifié, priorisé et traduit les actions, les enjeux en impact, en risque et opportunité. Ensuite, j'ai 17%, vous avez déjà formé et sensibilisé les équipes autour des thématiques RSE. 17% ont construit leur feuille de route et l'ont traduit en plan d'action. Et ensuite, on descend à 14% pour cartographier le modèle d'affaires et la chaîne de valeur. Et 11% pour crédibiliser et valoriser votre démarche. Donc, la majorité, pour la majorité, donc, vous avez défini votre vocation, vos valeurs et votre vision. C'est le pourcentage dominant. Mais c'est que 25% en fait, voilà. Et puis, c'est plutôt équilibré sur les autres réponses également. Ouais. Ok, très bien. Donc, si maintenant je rentre un peu plus dans le détail de chacune des actions, la première étape que j'ai énoncée, ça va être définir votre vocation, vos valeurs et votre vision. Ce qu'on appelle les 3 V dans les RSE. Donc, la vocation, ce qu'on entend par là, c'est la raison d'être de l'entreprise. Pourquoi est-ce qu'on existe? À quels besoins l'entreprise répond? Ça va être essentiel de la formaliser. Hein. Elle paraît évidente, mais parfois, ça peut être bien de l'écrire et de la formaliser. La question des valeurs aussi, ça va être donc la façon d'être, comment l'entreprise agit pour répondre à cette vocation, mais aussi à la vision qui va arriver juste après. Les valeurs, c'est pareil, c'est important de les formaliser. Ça peut être tout simplement l'excellence, l'innovation. Chaque entreprise peut s'identifier à plusieurs valeurs et ça va être un fort levier d'engagement de la part des salariés. Donc, c'est bien aussi de les formaliser. Et enfin, la vision, c'est la raison d'agir. Où l'entreprise veut-elle aller? Quels sont ses objectifs? C'est en quelque sorte la boussole de l'entreprise c'est son ambition en fait, qui va permettre de toujours recentrer un peu les décisions et les actions de l'entreprise en ayant en tête cette vision. Ça va permettre à l'entreprise de garantir une cohérence, une pertinence dans ses choix et une authenticité. On vous a mis ici le résultat d'un baromètre de perception RSE mené par le MEDEF en 2025, qui disent que 91% des salariés adhèrent aux valeurs de l'entreprise. Et on voit que 47% des salariés connaissent les valeurs de leur entreprise en 2024. Donc, quand on voit que 47% des salariés les connaissent et que 91% y adhèrent, quand on sait que les salariés qui sont engagés et fiers sont naturellement plus performants, ça nous laisse une idée de l'impact positif sur la productivité que la formalisation de ces 3 V peut avoir sur l'entreprise. Si on passe à l'étape 2, oui, merci Makaya, qui est la cartographie du modèle d'affaires en partie. Donc, ce qu'on entend par là, c'est tout ce qui existe déjà dans l'entreprise. En fait, toutes ces informations, vous les avez déjà, mais c'est bien de la cartographier pour avoir vraiment une vision d'ensemble un peu globale sur de quelle manière l'entreprise, en fait, génère des revenus. Donc, on se concentre sur ce qu'on vend, de quelle manière, auprès de quel type de client, est-ce que c'est en B2B, est-ce que c'est en B2C, etc. Par quels canaux de distribution,
et qu'est-ce qu'on en retire en termes de ressources, la structure de nos coûts également. Donc ça, c'est vraiment des choses qui existent déjà. C'est important de le formaliser pour pouvoir après comprendre où est-ce qu'on peut agir, etc. Toujours sur l'étape 2, on a cartographié cette fois la chaîne de valeur. Donc la chaîne de valeur, c'est une notion qui est essentielle dans la RSE, puisqu'on a certes notre entreprise et nos activités propres de production, avec les fonctions support, etc. Mais il y a aussi la chaîne de valeur amont et aval. Donc en amont, par exemple, on va avoir nos fournisseurs ou bien nos transporteurs de matières premières, par exemple. Et en chaîne de valeur aval, ça va être les transporteurs de produits finis, pour une industrie, par exemple, ou bien les distributeurs. Donc ça va être l'ensemble des entreprises et des parties prenantes qui interagissent dans la production finalement du bien et ou du service. Et c'est essentiel dans la RSE de les prendre en compte, puisque nous, on a un impact sur eux, eux, on a un impact sur nous, et donc si on ne les prend pas en compte, ça va engendrer des risques financiers pour l'entreprise, qu'ils soient directs ou indirects. Les risques financiers, ils peuvent se traduire ils peuvent advenir de risques opérationnels, par exemple si on n'a aucune information sur un de nos fournisseurs de premier rang et que finalement, il n'a pas une stratégie liée au changement climatique qui prend en compte, qui s'adapte au changement climatique, il va y avoir peut-être un risque de rupture d'approvisionnement qui va avoir un impact en fait, clairement sur notre propre activité. Donc ça va être un risque opérationnel, par exemple. Au niveau des risques éthiques et réputationnels, si, mettons, un de nos fournisseurs est soupçonné et finalement, c'est avéré qu'il travaille avec des enfants ou qu'il y a des conditions de travail qui sont dangereuses, etc., notamment dans le secteur du textile, ça a été un sujet qui a été pas mal évoqué ces dernières années, ça va entraîner également un risque éthique et réputationnel sur nous, puisqu'il peut y avoir du boycott aussi de la part des consommateurs. Donc, ça va avoir un impact financier à terme sur l'entreprise. Et enfin, ça peut être lié aux risques éthiques et réputationnels. On va avoir des risques juridiques, notamment d'amendes lourdes. Ça peut être pour non-respect du devoir de vigilance, qui est donc le devoir de vigilance de connaître en fait sa chaîne de valeur. Donc ça va être essentiel dans une bonne démarche RSE de cartographier notre chaîne de valeur. On vous a mis également la cartographie des parties prenantes, qui est importante à formaliser aussi, idéalement au début d'une démarche RSE. Donc les parties prenantes, c'est toute personne morale, donc entreprise, organisation ou physique, qui a un pouvoir sur l'entreprise et où, à l'inverse, l'entreprise peut avoir une influence, sur laquelle l'entreprise peut avoir une influence. On distingue 3 niveaux d'interaction, donc direct, indirect et sphère d'influence. Les parties prenantes avec un niveau d'interaction direct, ça va être celle avec lequel on a de fortes interactions régulières. Ça peut être les salariés, les clients, les fournisseurs. Indirect, du coup, c'est des interactions un peu plus ponctuelles. Et la sphère d'influence, ça va être sur des cas bien spécifiques. Ça peut être, par exemple, les médias ou bien l'État, par exemple. On a un autre découpage qui vont être les parties prenantes internes et les parties prenantes externes. Donc, les parties prenantes internes, c'est celles qui agissent dans le cadre de l'entreprise et des activités propres, à savoir donc les salariés, la direction, le CSE, par exemple. Et puis, les parties prenantes externes qui seront les fournisseurs, les assurances, les assureurs, les banques, les clients. C'est évidemment une liste non exhaustive. Voilà. Mais ça va être essentiel dans le cadre de la démarche RSE de les identifier, de aussi chercher à créer du dialogue avec elles pour prendre en compte leur point de vue, notamment dans les enjeux. Ça va nous permettre de construire des enjeux pertinents vraiment pour l'entreprise, pour nous-mêmes, mais aussi pour les parties prenantes qui interagissent avec nous. Et de les consulter de manière régulière, c'est ce qu'on conseille. Si on passe maintenant à l'étape 3, qui est donc identifier, prioriser et traduire nos enjeux en impact, risque et opportunité. Donc, on vous a mis ici le concept d'analyse de double matérialité qui a été créé dans le cadre de la réglementation CSRD sur laquelle je reviendrai un peu plus tard, et donc qui est apparu dans ce contexte-là. Ça paraît être un terme un peu conceptuel, mais finalement qui est assez
assez facile à comprendre et surtout très opérationnel, sur le fait que l'entreprise va avoir des impacts positifs et négatifs sur son environnement au sens large. On vous a mis ici un petit pictogramme de planète, mais c'est plus large que ça, c'est aussi au sens de la société. Donc, l'entreprise va l'impacter de manière positive ou négative. Et à l'inverse, l'environnement, la société va émettre des risques et des opportunités que pourra saisir ou anticiper l'entreprise. Donc voilà, l'objectif d'identifier les enjeux et de les traduire en impact, risque et opportunité, ça va être évidemment d'essayer de saisir les opportunités et d'optimiser les impacts positifs, mais aussi de minimiser les impacts négatifs qu'elle peut avoir sur son environnement et d'anticiper et de gérer les risques de celui-ci sur l'entreprise. Les enjeux, ça va être en fait, ils vont être très stratégiques. Cette analyse de double matérialité, c'est vraiment un outil stratégique et de résilience de l'entreprise, puisque ça va avoir un impact positif sur la performance globale et aussi sur la pérennité de l'activité. Ça permet aussi d'aligner les objectifs financiers et les objectifs extra-financiers, donc dits de durabilité. Et ça permettra d'orienter un peu les décisions en fonction. Si on passe à l'étape 4, qui est donc former et sensibiliser vos équipes, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut intervenir avant, après, mais dans tous les cas, ça nous paraît quand même essentiel pour permettre d'embarquer un peu l'entreprise. Ça permet donc de transformer cette démarche RSE qui peut paraître pour certains services, certains métiers un peu déconnectés de l'activité et qui peut paraître théorique, en une démarche qui est plus opérationnelle et plus concrète. Et ça permet d'assurer la bonne compréhension et l'application des objectifs stratégiques RSE par l'entreprise. Les principaux bénéfices, ça va être de renforcer la culture d'entreprise et l'engagement salarié. J'en parlais tout à l'heure aussi avec la formalisation des 3B. De monter en compétence sur ces sujets, évidemment, et d'accentuer l'innovation responsable, puisque chacun, à son échelle, pourra mettre en place des actions RSE. De réduire les risques et d'être en conformité réglementaire. Et d'accentuer, d'améliorer sa marque employeur. Ça va aussi permettre, comme le disait Emma Kaya, notamment les jeunes générations sont très regardants sur la stratégie RSE des entreprises dans lesquelles elles seraient embauchées, et donc ça va permettre d'attirer des talents aussi. On vous a mis quelques petits exemples de services qui pourraient bénéficier d'une formation ou d'une sensibilisation sur la RSE. Par exemple, le service QHSE qui pourrait suivre une fresque du climat ou une fresque de la RSE qui existe aussi, une formation sur les déchets, par exemple, qui permet de promouvoir des pratiques sûres et durables en réduisant les risques. Le service achat qui pourrait aussi être formé sur les achats responsables, qui est une partie intéressante de la RSE et qui viserait en partie à réduire l'empreinte de la chaîne de valeur en amont, mais pas que, puisque ce n'est pas que l'environnement, mais ça peut être aussi améliorer ses pratiques en termes de paiement avec ses fournisseurs, par exemple. Il y a aussi un côté social sur les achats responsables. Ou alors le service marketing, qui peut être un autre exemple, qui pourrait être formé à une communication responsable, et notamment contre le greenwashing, pour garantir aux clients des messages justes et transparents. Pour rappel, le greenwashing, Emma Kaya en a parlé un peu tout à l'heure, c'est une stratégie de communication qui est trompeuse et qui vise à donner une image écologique positive d'un produit, ou même de l'entreprise tout court, sans que derrière il y ait un engagement réel, ou en tout cas qui ne soit pas proportionnel à la manière dont il est communiqué par l'entreprise. Si on passe à l'étape 5, qui est la construction de votre feuille de route et la traduction en plan d'action, donc là, c'est le fait de transformer les bonnes intentions en résultats mesurables et durables. Donc, on a passé toutes les étapes d'avant, la formation, le diagnostic, l'identification des enjeux, etc. Là, on passe à ce qui est concret, opérationnel. On construit cette feuille de route de telle sorte à ce qu'elle suive un alignement stratégique, qu'elle se décline en actions concrètes, opérationnelles. On définit à ce moment-là le RACI, le qui fait quoi, quand, où, comment. Et derrière, ça nous permet aussi de dégager des KPI, des indicateurs clés de performance, qui nous permettront d'avoir une communication derrière plus crédible, structurée, basée sur une démarche structurée, et de répondre aussi aux attentes et aux demandes des différentes parties prenantes, avec des indicateurs pertinents pour l'entreprise.
Ça nous amène à la dernière étape, qui est l'étape 6, de crédibiliser et valoriser votre démarche, en fait, de communiquer dessus. Parfois, on se dit qu'une démarche RSE, elle n'est pas faite pour être communiquée. En tout cas, effectivement, ça ne doit pas être l'objectif premier. En revanche, c'est une bonne pratique de communiquer sur sa démarche ou de la crédibiliser et de la valoriser, puisque ça va permettre aussi un échange de bonnes pratiques dans le secteur, par exemple, entre pairs. Donc, c'est plutôt positif de communiquer dessus. Et nous, on a identifié 3 moyens de reconnaissance et de valorisation. Donc, à savoir, le premier qui va être la vérification volontaire, donc par un OTI, un organisme tiers indépendant, qui va permettre d'avoir un regard neutre et objectif sur la démarche, avec une certaine analyse critique de la pertinence de toute la démarche. Et ça va apporter aussi une crédibilité dans celle-ci, d'avoir ce regard objectif et neutre. C'est quelque chose d'ailleurs qu'on fait à la PAV et dont Emma Kaya parlera tout à l'heure. Il y a aussi la valorisation, donc l'entreprise peut se tourner vers une labellisation ou une évaluation RSE. Je vais revenir un peu plus dans le détail après, mais ça permet aussi de s'aligner sur un référentiel qui peut être reconnu de manière un référentiel national, mais aussi international par exemple. Et puis la communication, j'en parlais tout à l'heure. Ça peut être la publication d'un rapport RSE de manière volontaire. Ça peut être une communication aussi interne, un échange de bonnes pratiques sur l'intranet de l'entreprise. Voilà. L'effet que ça va avoir, ça va d'un côté rassurer nos parties prenantes parce qu'on sait que la pression des donneurs d'ordre, comme les banques, les investisseurs, les fournisseurs, mais aussi les clients, elle est de plus en plus forte sur les questions RSE. Vous y êtes peut-être confrontés. Il y a aussi le fait de suivre son évolution, le fait de communiquer dessus, mais aussi de valoriser selon un référentiel. Ça permet toujours cet objectif d'amélioration continue de la démarche. Et puis enfin, de vous positionner, de vous différencier face à la concurrence. Donc c'est un vrai levier stratégique quand même pour la compétitivité et la résilience que de crédibiliser et valoriser la démarche. On vous a mis les différents types de reporting. Donc, il y en a évidemment des volontaires et des réglementaires. Ici, c'est évidemment pas exhaustif. On vous a mis principalement du côté volontaire le rapport RSE dont je parlais tout à l'heure, qui suit une structure libre que l'entreprise choisit. On a aussi le Global Reporting Initiative avec aussi un peu des informations clés sur le reporting de durabilité qui est donné, qui est reconnu à l'international. On a le TCFD qui traite plus sur le côté financier de la manière dont les indicateurs extra-financiers sont reportés sur l'aspect financier. On a le VSME aussi, dont je reviendrai juste après, puisque je vais faire le parallèle avec le côté réglementaire. On a la DPEF, qui était la déclaration de performance extra-financière, qui encadre le reporting extra-financier pour des entreprises qui étaient soumises, donc avec des critères de nombre de salariés, chiffre d'affaires, par exemple, qui a progressivement et qui va progressivement être probablement remplacé par la CSRD, qui est un cadre, pour le coup, réglementaire européen, dans la même optique un peu d'encadrer le reporting extra-financier qui est extrêmement complet et qui d'ailleurs est en cours un peu de réflexion encore, donc rien n'est fixé, notamment sur les critères de soumission. Donc pareil, ça va être des critères de masse salariale, de bilan, de chiffre d'affaires, mais qui vont probablement être revus à la hausse. Et de la même manière, les indicateurs, notamment environnementaux, sociaux et de gouvernance, vont être réajustés, parce que ça pouvait être un peu lourd pour certaines entreprises. Je fais le parallèle avec la VSME, dont je parlais tout à l'heure, qui est en fait la version volontaire de la CSRD. Donc c'est un peu la même démarche en amont, avec l'analyse de double matérialité dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais qui est vraiment allégée, avec moins d'indicateurs à reporter, etc. Et puis, on a la taxonomie aussi, qui est un contexte européen qui vise à s'assurer que certaines activités d'entreprise, notamment en lien avec l'environnement, peuvent apporter des démarches durables. Donc ça, c'était sur les différents types de reporting. On vous a mis aussi ici un petit focus sur un panorama non exhaustif des labels et certifications existants en termes de RSE. On a d'un côté les labels évaluation généraliste, avec par exemple les labels Lucie 26000 ou Engagé RSE de l'AFNOR qui concrètement se basent vraiment sur la norme ISO 26000.
On a aussi, par exemple, le label B Corp, qui est une certification internationale. Donc ça fonctionnera plus pour un certain type d'entreprise qui a des activités à l'international. On a aussi, comme autre exemple, l'évaluation EcoVadis, sur laquelle Emma Kaya reviendra un peu plus précisément juste après, qui est différente du label, du coup, qui est vraiment plus une évaluation. On a les labels sectoriels. Donc là, on vous a mis quelques exemples. Donc c'est vraiment par rapport au secteur d'activité. Ça peut être sur la finance, comme le label ISR, sur l'alimentation, l'agriculture biologique, comme le label AB, agriculture biologique, ou dans le secteur du textile, par exemple, dans le secteur du commerce, etc. Donc ça sera les sectoriels. Et puis, on a les labels thématiques, un peu plus sur les aspects, on va dire, ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc, comme Great Place to Work, qui vise à prendre en compte les retours des salariés sur leur satisfaction dans les conditions de travail, le bien-être, leur cadre global en termes de travail. Le label RFAR, qui porte sur ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, les achats responsables et les relations avec les fournisseurs. Voilà, on vous a mis pas mal d'exemples. Ce n'est pas du tout exhaustif parce qu'il existe un tas de labels généralistes, sectoriels et thématiques. L'idée pour une entreprise, ça va être de voir lesquels sont les plus adaptés. Et je laisse du coup la main à Emma Kaya, qui a l'habitude d'accompagner nos clients sur l'évaluation EcoVadis. Merci Morgane. Alors oui, pour revenir, on se dit que ça serait intéressant de revenir sur un exemple finalement de cette valorisation. Et EcoVadis, c'est un moyen de valoriser votre démarche RSE qui est assez intéressant puisqu'il est reconnu au niveau international. Donc, pour vous expliquer rapidement, puisque après on aimerait quand même pouvoir avoir le temps de répondre à vos questions, EcoVadis, c'est une entreprise française qui vient évaluer votre démarche RSE par le biais d'un questionnaire et qui vous donne à la fin, en fonction de votre positionnement par rapport à d'autres entreprises de votre secteur, va vous donner une médaille. Donc, il y a plusieurs types de médailles. On les voit ici, là, les 4 médailles. Donc, en gros, l'évaluation, c'est bien une évaluation. Ce n'est pas une certification, ce n'est pas un label. C'est vraiment, on vient évaluer sur différents domaines. Donc, les 4 qui sont notés ici, l'environnement, le travail et droits humains, l'éthique et les achats responsables. À savoir que pour les petites entreprises, les achats responsables ne sont pas pour l'instant sujettes à être évalués. Hein. C'est vraiment, on prend les 3 premiers pour les petites entreprises. Mais globalement, l'évaluation EcoVadis, ça va être de revenir sur ces 4 thématiques et de venir voir si vous avez des politiques sur les différents sous-sujets qui sont notés ici, si vous avez également des mesures qui sont mises en place, des preuves de mesures mises en place, également si vous suivez vos indicateurs, si vous avez été par exemple certifié sur les sujets droits humains et travail, notamment Morgane parlait de Great Place to Work. Ça, c'est une certification qui peut être un élément de preuve dans la démarche EcoVadis, enfin dans l'évaluation EcoVadis. Donc voilà, en fait, EcoVadis, ça vient évaluer différents sujets et venir. Le but, c'est d'avoir toutes les preuves et c'est des preuves factuelles, c'est des documents que vous devez envoyer avec votre évaluation. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est reconnu au niveau international et aujourd'hui, des entreprises, même aux États-Unis, souhaitent se faire évaluer EcoVadis. Donc, c'est une reconnaissance qui est internationale. Donc, on a fait le tour des trois sujets des 3 pas étapes, mais des 3 sujets qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Pour faire un petit topo finalement de qui nous sommes, donc on fait partie du groupe APAV, APAV qui est un groupe international avec plus de 150 ans d'expérience et en France 130 agences. L'APAV, c'est 5 métiers complémentaires, c'est de l'inspection, c'est les essais et mesures, c'est de la certification et labellisation, notamment sur la partie dont on vous a parlé sur les labels et certifications. Il y a également la formation dont on vous a parlé aussi et le conseil. Donc là, c'est vraiment nous, on se situe particulièrement dans le conseil. Dans la PAV, on a notre offre durabilité qui comprend la partie sur le climat, donc comprendre son impact sur le climat et ses émissions. Ça se fait en lien avec Axio, qui est une entreprise qui a intégré le groupe
à PAV récemment et dans laquelle nous allons être intégrés dans quelques mois. Donc, ça sera toutes les offres là que l'ensemble des offres nature, sociétale et climat seront avec Axio. Donc, il y a la partie nature aussi, limiter son impact sur la biodiversité et la ressource en eau, et la partie sociétale qui est la partie dans laquelle Morgane et moi nous sommes. Voilà. Là, on vous a remis globalement nos offres d'accompagnement. Je ne vais pas rentrer en détail puisqu'on n'a plus trop de temps et on aimerait vraiment pouvoir répondre à vos questions. Mais en fait, finalement, notre offre d'accompagnement, elle est assez large. Elle va revenir un peu sur toutes les étapes qu'on vient de vous présenter. On va être sur la partie un peu diagnostic, compréhension de vos enjeux, analyse de double matérialité comme Morgane vous a expliqué tout à l'heure. Il y a la partie aussi de montée en compétences, formation, sensibilisation de vos équipes. On vient également sur la partie stratégie opérationnelle avec les feuilles de route qu'on vous a expliqué juste avant. On peut venir aussi sur une démarche un peu précise comme la démarche achat responsable. On a des expertes sur le sujet sur les achats responsables. Et enfin, on a la partie reporting valorisation que Morgane vous a présentée juste avant. Donc là, ça va être répondre aux exigences réglementaires sur la CSRD ou la VSME. On peut aussi accompagner sur d'autres sujets comme le UDR, qui est un règlement européen contre la déforestation. On vient également accompagner et labelliser sur RFAR, qui est un label sur les achats responsables. Accompagner sur EcoVadis également. On peut aussi, il y a la partie un peu audit sur la CSRD, parce que tout à l'heure, je disais accompagnement à la conformité, mais il y a aussi l'audit sur la CSRD. Et l'accompagnement et le contrôle des sociétés à mission. Donc, finalement, ce qu'il faut retenir de ce webinaire, donc déjà, la RSE, c'est une démarche qui est volontaire d'une entreprise, mais qui commence à être encadrée de plus en plus par des normes et des réglementations. On a aussi le fait que, finalement, la démarche RSE, c'est dans une continuité, dans une amélioration continue. On passe d'actions qui vont être isolées à une véritable transformation de son modèle d'affaires. La démarche RSE, comme on a pu voir avec Morgane, c'est des étapes voilà, qui se font soit à la suite les unes des autres, soit qui vont se faire en parallèle, comme la formation. Et le but, en fait, finalement, ça va être de mettre en adéquation les actions de l'entreprise avec ses enjeux. Et enfin, la vérification par un tiers indépendant permet de confirmer et de valoriser sa démarche RSE pour gagner en crédibilité et en visibilité. Donc voilà, donc on vous remercie de nous avoir écoutés. Je vais laisser la main à Christelle pour le temps d'échange. Merci Emma, merci Morgane. Donc on va enchaîner avec vos questions. Si vous êtes amenés d'ores et déjà à nous quitter, je vous invite avant de partir à répondre aux 2 dernières questions que l'on vient de vous poser dans l'onglet sondage. Merci à vous. On enchaîne sur les questions. Donc j'ai vu arriver des questions sur le chat. Une première question, quelle est la différence entre la feuille de route et le plan d'action dans la démarche, puisqu'on a employé ces deux termes? Oui, du coup, je prends la main. Alors, ça peut être selon le vocabulaire aussi de chaque entreprise, mais une feuille de route, ça sera un peu plus générique, global. Ça peut être l'objectif, ça va être améliorer ou diminuer son empreinte carbone, par exemple, si on se concentre sur la thématique RSE. Et le plan d'action, donc là, on va le détailler un peu sur ce sur quoi on souhaite arriver. Ça peut reprendre du coup tous les piliers ESG idéalement. Et le plan d'action, ça va être concrètement, de manière opérationnelle, comment ça va être mis en place. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, on parle du RACI, du qui fait quoi, quand ou comment. Voilà, c'est la manière plus opérationnelle de traduire nos thématiques de la feuille de route. Merci. Alors, on a des questions, effectivement, sur la labellisation, avec une autre question. Quelle est la différence entre la labellisation et la certification ? Qui veut répondre? Ou peut-être Fanny? Bon, je peux prendre la main, mais je pense que Morgane et Makaya peuvent très bien répondre. En fait, vous allez avoir la différence entre des certifications qui reposent en général sur du coup une accréditation des organismes accrédités pour pouvoir faire la certification, et ça se rapporte souvent à de la norme, et la labellisation qui est plus de la démarche volontaire et sur des labels qui sont privés.
Après, encore une fois, ça rejoint un petit peu ce que disait Morgane entre feuille de route et plan d'action. Tout le monde utilise un petit peu les 2 termes, label, certification. Il y a des abus de langage, d'un côté comme de l'autre. Que le plus important, c'est surtout de regarder finalement, ce à quoi vous faites référence, finalement plutôt à la marque, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est EcoVadis? Est-ce que c'est du B Corp? Est-ce que c'est de l'ISO 26000 et cetera? Et finalement, une fois que vous aurez le label ou la certification ou ce que vous voulez, que vous aurez défini que c'est ce référentiel-là que vous voulez utiliser, bah, du coup, après, vous pourrez, on pourra nous vous orienter sur, bah, quelles sont les règles pour pouvoir obtenir, ce label ou cette certification ou cette reconnaissance. Il y a vraiment plein de choses qui existent. En général, certification, c'est vraiment plus pour tout ce qui est, soumis à accréditation relatif aux ISO. Label, on est plus sur des démarches, volontaires, des choses, des labellisations privées, mais vous pouvez un peu trouver, tout. Étant donné qu'il y a énormément, de foisons, je sais pas, enfin, il me semble avoir vu, passer une question sur justement, selon les caractéristiques de votre entreprise, quel label est le plus adapté, pour vous? Là, on vous en a présenté quelques-uns, mais il y en a beaucoup, beaucoup plus, et notamment, il y a une publication, annuelle de Mouvement Impact France qui publie la cartographie de tous les labels qui existent, avec notamment les labels sectoriels, et cetera. Donc c'est vraiment foisonnant. Donc l'idée, c'est vraiment de choisir celui qui est le plus à même, de correspondre, à votre entreprise, à vos caractéristiques, à vos contextes et surtout à ce que vous voulez faire et ce que vous voulez, mettre en avant. Et là-dessus, que ce soit Morgane ou Emma Kaya, elles sont en capacité de vous accompagner en fonction de vos attentes. Merci Fanny. Du coup, tu as en effet Oui, répondu du pardon. même coup à la question de Jérémy, mais c'est bien. Jérémy nous demandait quels étaient les labels RSE les plus pertinents pour une PME agroalimentaire. Est-ce qu'il existe des labels spécifiques sur l'agroalimentaire ou est-ce qu'il vaut mieux rester sur les labels B Corp, EcoVadis, ISO 26000? Jérémy, Ouais, c'est une question. Si vous souhaitez être contacté là-dessus, on peut examiner la situation avec vous. Il vous suffit de nous le signaler sur le Fanny a bien répondu quand même à l'interrogation. Mais oui, effectivement, nous, on peut vous aider à choisir le bon label et la bonne, enfin, le bon choix finalement. Est-ce qu'il vaut mieux aller sur EcoVadis ou le label? Nous, il faut avoir toutes les clés en main, donc il faut qu'on connaisse votre entreprise, le secteur, etc., pour pouvoir vous aiguiller. Donc là, répondre comme ça, je n'aurai pas la réponse maintenant, mais voilà, sans souci pour pouvoir échanger ensemble à ce sujet. Et c'est vrai que le secteur agroalimentaire fait partie des secteurs où il y a énormément de labels qui existent. Donc je comprends potentiellement, la question de Jérémy, mais encore une fois, voilà, comme le disait Makaya, il faut vraiment choisir. En fait, ça va vraiment dépendre de votre besoin et finalement des labels qui sont entre guillemets, transsectoriels comme on va l'avoir, bah, avec du EcoVadis, avec du B Corp et cetera. Ça vous permet finalement de pouvoir être comparé et d'être sur un référentiel commun à tout type d'entreprise. Ou alors, est-ce que finalement, ce que vous recherchez, c'est quelque chose qui est vraiment plus spécifique à votre secteur parce que ce qui vous intéresse, c'est juste de pouvoir vous positionner par rapport à d'autres entreprises de votre secteur, et cetera. Là, effectivement, aller vers des labels qui sont plus sectoriels, ça peut être plus intéressant parce qu'aussi, après, derrière, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que derrière, souvent, les labels et certifications, vous avez des communautés d'échanges entre entreprises, entre personnes qui participent à ces labels, à ces démarches-là, etc. Donc, au-delà de juste en plus l'exercice entre guillemets très réglementaire, même si c'est pas réglementaire, mais très cadré, vous avez aussi tout ce qui va arriver en termes de communauté, d'entreprises engagées, etc. Donc, c'est vraiment un choix qui doit se faire de manière holistique, si je peux dire ça comme ça, pour pouvoir vraiment trouver la démarche qui vous convienne le mieux. Merci à toutes. On va prendre une autre question. Alors, on nous demande si nous avons une méthodologie pour définir des objectifs en termes de réduction d'émissions de CO2 à 5, 10, 30 ans. Donc, je vous laisse développer. Peut-être Fanny en parlera mieux que moi, mais effectivement, Emma Kaya l'annonçait tout à l'heure, on a 3 pôles en termes de durabilité. Donc, celui dans lequel on intervient sociétal. Il y a le pôle nature avec des écologues qui ont des expertises très spécifiques. Et il y a le pôle carbone qui donc accompagne les clients sur notamment des bilans carbone. Il y a la question des quotas CO2, etc. Et en général, au terme d'un bilan carbone, on peut accompagner sur un plan de transition qui permet d'établir des actions concrètes sur des perspectives d'amélioration liées au changement climatique et aux émissions de gaz à effet de serre. Après, Fanny, peut-être que tu as des informations complémentaires à ce sujet.
Oui, bah, là encore, on va pouvoir vous accompagner, selon, encore une fois, ce que vous voulez faire et votre contexte. Donc dès qu'on va passer, du coup, une fois que le bilan d'émissions de gaz à effet de serre aura été fait, il va se poser la question justement de définir votre stratégie de décarbonation. Et donc là, on est en capacité à la fois de partir sur, des trajectoires, SBTI, donc Science Based Target Initiative, si vous voulez absolument suivre ces scénarios-là. Mais si ce n'est pas ces scénarios-là et que vous voulez plutôt suivre des trajectoires sectorielles, on vous accompagne aussi dans tout ce qui est démarche acte pas à pas ou acte tout court. Donc là, c'est la démarche qui est développée par l'ADEME pour justement définir toute sa stratégie de décarbonation sur lesquelles on va forcément définir des objectifs à moyen et long terme avec des stratégies de neutralité en s'appuyant sur les scénarios sectoriels en fonction du secteur auquel vous appartenez. Donc là, encore une fois, c'est que ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Après, il peut aussi très bien y avoir une première étape qui est juste, je veux voir à peu près à quoi ça ressemble en suivant la SNBC. Donc, si vous êtes une entreprise française, donc la SNBC, la stratégie nationale bas carbone, qui définit les objectifs par secteur au niveau national de réduction d'émissions. Donc voilà, il y a plein de possibilités. Et l'idée, là aussi, sur la stratégie de décarbonation, c'est de pouvoir trouver la stratégie qui corresponde le mieux à votre contexte et à vos ambitions. Merci encore. On a encore 3 minutes pour prendre les dernières questions. Léonie nous demande si une entreprise a plusieurs sites avec des pratiques et niveaux de maturité différents, est-ce qu'il faut s'orienter plutôt sur une labellisation restreinte à un site ou est-ce qu'il faut mettre au diapason l'ensemble des sites avant d'envisager une labellisation? Est-ce qu'il vaut mieux avancer pas à pas ou embarquer tout le monde en même temps? Bah, ça peut être intéressant dans ces cas-là, je dirais, de faire notamment une labellisation sur un site et du coup, enfin sur celui qui a les meilleures pratiques. Et du coup, une fois qu'on a la labellisation, ça donne l'exemple. Et du coup, ça peut permettre aussi de cadrer pour les prochains sites, pour les autres sites, de cadrer la démarche pour être labellisé à terme. Donc, je dirais que ça peut être intéressant dans ce sens-là. Je ne sais pas si les filles suivront sur cette. Oui, je suis d'accord. Et on peut aussi voir de l'autre manière, c'est-à-dire si l'entreprise souhaite se faire labelliser, du coup, ça peut être aussi un moyen d'embarquer toutes les entreprises, tous les sites et ou filiales de l'entreprise dans cette perspective-là et donc de s'aligner. Donc, avant la labellisation, en fait, ce qui peut être chouette, c'est de construire la démarche à l'échelle du groupe dans une perspective de labellisation. Ça peut être pris des deux côtés, effectivement. Oui, et je me permettrai de rajouter, il faut quand même avoir en tête que même si un site peut être en avance par rapport à d'autres, les démarches RSE, c'est quand même des démarches transversales qui intègrent finalement, comme on l'a vu, hein, toute la chaîne de valeur, les parties prenantes, etc. Donc, si entre guillemets, vous faites bien, mais que tout le monde autour de vous est pas terrible, de toute manière, ça se reverra aussi dans la labellisation à l'échelle du site parce que c'est des questions qui vous sont demandées. Et Covadis ne va pas vous demander juste vous avec vous-même. Il va aussi vous demander dans votre écosystème, etc. Donc, potentiellement, pour avoir une meilleure note et être sûr d'avoir de la labellisation, ça nécessitera aussi d'embarquer le reste de l'entreprise. Donc, effectivement, à voir si vous pouvez déjà l'avoir à votre échelle, effectivement, ça peut être moteur pour motiver les autres à faire de même. Mais voir peut-être que pour l'avoir à votre échelle, de toute manière, il va falloir embarquer les autres. Donc, ça peut être aussi pour lancer la démarche directement au niveau groupe. Merci. Allez, une dernière question. Est-ce qu'il est possible, j'entends dans le sens, est-ce qu'on peut imaginer qu'à l'avenir, la démarche RSE rentre plutôt sur de la certification ou avec des obligations minimales comme cela l'est aujourd'hui pour le bilan carbone à partir d'un seuil de salariés? Est-ce qu'il y a des perspectives en ce sens? Ce que je comprends de la question, c'est en fait savoir si la RSE à terme pourra devenir obligatoire. Je pense avoir bien compris la question. Comme ça, voilà. La RSE en soi, c'est compliqué de se dire la RSE devient obligatoire parce que c'est le fondement même de la RSE, c'est qu'elle soit volontaire. Sinon, ça perd un peu son sens et la pertinence de la démarche. Donc, je vois difficilement démarche RSE devenir une loi ou une réglementation. En revanche, on le disait tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de lois et de réglementations qui encadrent certaines thématiques de la RSE. Et ça, pour le coup, que ce soit sur le reporting, donc sur la communication des indicateurs
ou sur le bilan carbone, sur l'aspect très environnemental, sur certaines thématiques sociales. C'est déjà le cas en France, hein, il y a beaucoup de lois qui encadrent les conditions de travail, par exemple, sur le social. Ça, c'est clair, et je pense que Makaya et Fanny sont d'accord avec moi sur le fait qu'à terme, ça va être vraiment de plus en plus encadré et réglementé. Oui, et peut-être pour si on reste sur le parallèle justement des bilans d'émissions de gaz à effet de serre, finalement, la réglementation qui existe aujourd'hui, elle vous dit de faire un bilan alors en suivant une méthodologie, et puis mais c'est vraiment une partie reporting, et c'est finalement ce qui a été fait et ce qui a été mis en place avec la CSRD. Donc c'est de vous obliger à faire du reporting sur vos enjeux et sur vos thématiques RSE, donc environnement, sociaux et gouvernance. Par contre, elle ne vous dit pas comment le faire. Elle vous demande juste de faire du reporting. L'obligation réglementaire aujourd'hui qui existe en France sur les bilans d'émissions de gaz à effet de serre, c'est un peu pareil. Elle vous dit qu'il faut que vous ayez votre bilan, que vous devez faire un plan de transition. Après, sur le comment le faire, hormis qu'il faut quand même suivre les règles de calcul, mais hormis ça, la démarche en tant que telle, elle n'est pas obligatoire. Et typiquement, c'est ce que fait le bilan carbone. Donc, la démarche du bilan carbone, elle vous dit, vous devez faire de la sensibilisation auprès de telle et telle partie prenante. Quand vous faites votre calcul, il faut le faire de cette manière-là, etc. Donc là, on est sur une démarche, mais pareil, une démarche bilan carbone au sens marque, c'est une démarche volontaire, alors qu'il y a bien une obligation de reporting de son bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Finalement, pour la RSE, c'est un petit peu la même chose aujourd'hui. Il y a des obligations réglementaires qui commencent, donc la CSRD qui a été mise en place, même si elle est un petit peu embêtée au niveau européen, on ne sait pas trop ce qui va en sortir à la fin, mais c'est déjà le début, et c'est ce qui déjà avait été mis en place avec la DPEF au départ. Mais donc, c'est vraiment que la partie reporting sur vraiment comment le mettre en place dans votre entreprise et comment faire avancer ces sujets-là. Ça restera toujours du volontaire. On ne peut pas imposer aux entreprises la façon de faire de la RSE, parce que finalement, c'est un peu ce que vous ont expliqué Morgane et Makaya tout au fil du webinaire, c'est que c'est quand même très propre et ça doit vraiment être adapté à chaque contexte d'entreprise, parce que tout le monde ne peut pas faire exactement la même chose. Il faut vraiment s'adapter à son contexte pour que ce soit pertinent et que ça vous serve à quelque chose. Par contre, sur la partie finale, reporting, là-dessus, on aura tous les mêmes indicateurs à devoir répondre. Bien, alors il y a une dernière question, parce que vous êtes encore nombreux à être connectés, donc le sujet intéresse. On va prendre une question d'Hélène. EcoVadis, c'est plutôt une évaluation ou une labellisation? C'est plutôt et c'est complètement une évaluation. C'est pas une labellisation en soi. C'est vraiment, on vient évaluer, comme je disais tout à l'heure, on vient évaluer la maturité RSE de l'entreprise sur les différents sujets qui sont évalués. Donc, c'est vraiment une évaluation avec une note à la fin. On n'a pas le label EcoVadis, on a une médaille EcoVadis et une note. Bien, merci. Alors, pour les participants, donc, je vous ai indiqué sur le chat les liens vers les prochains webinaires que nous organisons, si vous souhaitez vous inscrire à certains en lien avec vos missions au quotidien. Vous avez aussi sur ce même lien, du coup, accès à tous les replays des webinaires que nous avons déjà organisés, et notamment des webinaires, vous verrez, de 2024 autour du bilan carbone. Je vous ai mis également le lien vers un livre blanc. Alors, ce n'est pas la dernière version, puisqu'on est justement en train de l'actualiser, mais c'est la version qui date d'il y a 1 an, sur la décarbonation. Très bien. Je vous invite à… Voilà, je vois que la dernière diapo est passée. Merci. Si vous souhaitez être contacté, donc n'hésitez pas à le signaler sur l'onglet sondage. Il y a une question à cet effet. Et puis là, nous vous affichons le lien si dans les jours qui viennent, vous souhaitez demander un contact. Vous avez l'adresse mail contact-client@apav.com qui s'affiche. Très bien, merci à tous pour votre présence. Merci à nos 3 animatrices, à Makaya, Morgane et Fanny. On espère vous retrouver lors de prochaines manifestations de type webinaire. Merci à tous, bonne journée. Merci à tous. Merci, bonne journée. Bonne journée, au revoir.